Bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech 2 fois par mois. Comment ça va, Rémi? Eh ben, très bien. Un petit peu enrhumé, mais bon, c'est la période qui le veut, mais sinon ça va, et toi? Nickel, impeccable. Pas encore enrhumé, mais je sens que ça pourrait pas tarder vu le nombre de cas autour de chez nous. Pas Bon, si faux. c'est ce qui nous arrive de pire, un rhume, Ça ça devrait va. aller. On va s'en sortir. C'est l'excuse pour avoir un petit grog le soir, donc bon, c'est... Ça passe toujours. Très bien, Rémi. Bah écoute, pour cet avant-dernier épisode de l'année, qu'est-ce que tu nous as mijoté comme programme? Alors, on vous a sélectionné 3 sujets. À la découverte du web 3.0, le retour du téléshopping, et pour finir, nos données de localisation qui sont revendues à prix d'or sans forcément qu'on soit au courant. Ok, bah super beau programme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de prendre 2 petites secondes pour remercier les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent toutes les 2 semaines. Et Mhm. donc voilà, prendre un petit moment pour leur dire merci. On prend tous les feedbacks. N'hésitez pas si vous souhaitez aborder des sujets, si vous avez des invités à nous proposer, si Ouais. vous souhaitez, voilà, si vous avez des Qu'on feedbacks, creuse d'autres sujets, ouais. Mm. exact, ou qu'on revienne sur d'autres sujets. Donc voilà, nous on est super à l'écoute. Et pour cela, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous pouvez nous contacter directement sur le site encore un podcast Point tech. tech, soit directement vous pouvez laisser une petite note sur les plateformes de téléchargement de podcast, donc iTunes, ce que vous voulez. Ça nous aide beaucoup parce qu'en fait un podcast c'est dur à découvrir. Tout à fait. Et donc voilà, ça nous aide aussi. Parlez-en, partagez-le avec des gens, abonnez des gens de force même, c'est pas grave, Oui, ça c'est très en bien ça. activant les Mm. notifications et comme ça, Mm. vous allez faire des cadeaux de Noël qui coûtent pas très cher. C'est génial ça. Et Ok, qui dure bah sur écoute, la durée. toujours de Fantastique. ça, exactement. Ce qui est pas comme les bonnes résolutions. Du coup, ce que je te propose, Rémi, c'est de commencer avec notre premier sujet. Alors, le Web 3, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'entendre ce terme 10 fois par semaine et j'ai Pas pas compris faux. encore exactement ce que c'est. Du coup, raconte-nous tout. Alors, bah, c'est sûrement un mot que tu entends autour du métavers et c'est un peu le nouveau intelligence artificielle ou machine learning. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est finalement, c'est assez simple, c'est une évolution du web. Euh, donc, c'est-à-dire que, pour revenir un petit peu en arrière, il y a eu le Web 1, qui était finalement, dans les années 90, c'est le fait d'avoir un Internet sur lequel, donc du coup, un espace web sur lequel les gens pouvaient aller chercher de l'information et cette information était accessible à tous. Que où que je sois, je pouvais accéder à yahoo.fr par exemple, altalavista.com pour les plus anciens, et voir ce qu'il y avait. Le Web 2, ça a été le tournant des années en gros 2000 avec l'apparition notamment des réseaux sociaux, des blogs, qui a permis aux utilisateurs en quelque sorte de reprendre un petit peu la main et de pouvoir eux-mêmes créer du contenu. Donc il paraît que tu as eu un blog vachement bien, Greg, non? Exactement, le Web 2, c'était vraiment la partie, on n'est plus dans du top-down, mais vraiment n'importe qui peut participer, les forums de discussion, les premiers réseaux un petit peu sociaux, comme des trucs comme Flickr ou MySpace, Ouais, c'était à l'époque libellé Web 2. exactement. Et en fait, contrairement, enfin, vous n'aviez pas besoin d'être hyper technique pour, bah, tu parlais de Flickr, pour importer une image et la rendre visible à tous. Flickr, pour les plus jeunes Oui, d'entre t'as nous, raison. c'est l'ancien Instagram. Voilà, c'était une plateforme d'hébergement gratuite de photos avec plutôt des photographes qui postaient des choses assez sympas, quoi. Euh, et ben, Twitter et Facebook ensuite qui sont arrivés, qui ont permis à tout un chacun de tiens, j'ai une idée d'un poème magnifique, hop, je vais le poster sur Facebook. Et tac, tout le monde pouvait le voir. Euh, un des problèmes en quelque sorte du web 2.0, c'est que ça a permis l'apparition de grosses entreprises, énormes entreprises, donc Google, Meta, anciennement Facebook, ces grosses entreprises qui actuellement bah, dominent tous les échanges et sur lesquels on peut rien faire, on est un petit peu on est soumis finalement à leur bon vouloir, les règles qu'ils édictent, et si on poste quelque chose qui se déroute un petit peu de leurs règles, hop, on est sorti. Donc le Web 3, ouais. Ouais, peut-être juste pour revenir, c'est vrai que le Web 2.0, c'est l'émergence des GAFA, de ces grosses Mm. sociétés. Elles sont toutes nées à cette période à peu près, enfin, voire à un moment donné de cette période.
Et aujourd'hui, comme tu le dis, elles dominent complètement le web et elles ont des pouvoirs qui dépassent, pour Mmh. certaines, dans certains domaines, ceux des États. Et donc, du coup, c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions par rapport à la centralisation et par rapport à tout ce qui est Mmh mh. censure, tout ce qui est règles, etc. Mmh. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à ce sujet justement des règles, j'ai un exemple vraiment concret. Donc, vous savez, on en parlait il y a quelques épisodes. Facebook a changé son nom en Meta. Et en fait, je crois que c'est cet été, il y a une utilisatrice d'Instagram dont le nom du compte c'était Métavers. Sauf que quelques semaines avant le changement de nom de Facebook en Meta, son compte a été supprimé et elle y a plus accès et sans avoir été prévenue ni quoi que ce soit. Donc c'est un exemple de finalement on a assez peu de recours. Il n'y a pas de hotline chez Twitter ou chez Facebook pour dire ah j'ai un problème avec ma page et quelqu'un qui va vous répondre. Donc c'est à cette problématique, entre autres, qu'essaye de répondre le Web 3 ou Web 3.0, où les utilisateurs redeviennent finalement au centre des préoccupations, parce que l'idée c'est que ce soit eux qui détiennent leurs données, qui détiennent ce qu'ils font grâce à un réseau, un web décentralisé. Actuellement, c'est centralisé. Toutes les interactions que vous avez sur Twitter, ça passe via les serveurs de Twitter. Instagram, pareil, les serveurs de Facebook. Là, finalement, c'est vous qui seriez propriétaire de vos données et pourriez choisir à qui vous donnez accès ou non. Et forcément, tu as sûrement entendu ce mot beaucoup de fois cette semaine, la semaine passée, la semaine d'avant, blockchain, forcément. L'idée, c'est que ça se base sur ce socle en fait de blockchain qui permet, euh, pour résumer, de supprimer les intermédiaires lors d'une transaction. Alors une transaction, enfin ça va être je poste une photo, ça va être j'envoie de l'argent à quelqu'un. On n'a plus besoin de passer par un système centralisé parce que la transaction va être certifiée par la blockchain et du coup j'ai plus besoin de passer par un intermédiaire. Et donc ce qui fait que le champ des possibles est assez illimité au final. Euh, et on ne se base pas uniquement j'ai perdu ce que je voulais dire là. Euh, Sur un sur les, acteur ouais, voilà, sur un seul acteur, on se repose pas sur un seul acteur dont on va être complètement dépendant. euh, dépendant pour pouvoir poster ce qu'on veut poster. Ok, donc ça, je comprends bien. C'est un web décentralisé. Comment, du coup, aujourd'hui, j'imagine que les gros acteurs que sont Facebook, Google et autres attendent pas bien sagement que tout ça, de se laisser dépasser par ça. Est-ce qu'ils tentent des trucs? Comment ils appréhendent ce changement? Alors, forcément, et c'est là où on arrive sur les limites du Web 3 qui peut-être d'ici 5 ans va être aussi un web aussi centralisé parce que les entreprises genre Meta ou Google auront pris la main sur la majorité des acteurs du secteur. Et notamment Meta, lors de l'annonce de Mark Zuckerberg, quand il a annoncé le plongeon total vers le métavers, il a bien dit qu'il voulait se baser sur la blockchain et être décentralisé. Alors, décentralisé, Facebook, ça paraît un petit peu antinomique, mais en tout cas, et c'est là où finalement on arrive peut-être aux limites de ce Web3, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est investi de fonds d'investissement qui généralement sont aussi des fonds d'investissement qui investissent dans les GAFA. Donc, est-ce que ça va être si indépendant que ça? Euh, Pas sûr. En tout cas, on verra. En tout cas, moi, je trouve que d'un point de vue, il se passe plein de choses dans cet univers. Il y a beaucoup notamment sur les cryptos et les blockchains et les jeux vidéo, des organismes qui sont en train d'être créés. On parlait des DAO il y a quelques épisodes. C'est exactement ça. C'est plein d'utilisateurs différents autour de la planète qui se mettent ensemble pour atteindre un but commun, quel qu'il soit. Et pour l'atteindre, ils se reposent pas sur un des GAFA. Donc on va voir si ces genres d'organisations, ces genres d'actions arrivent à se, à se mettre en Diffuser. place et à se diffuser. Pour moi, un des gros challenges, c'est qu'actuellement, l'expérience, enfin, si on veut faire, enfin,
tous les services qui utilisent le web 3.0, c'est quand même euh, pas hyper facile d'accès. Vous n'avez pas juste à mettre votre email et votre mot de passe, créer votre compte et hop, ça roule. Il faut se créer, pour les services qui utilisent la blockchain, il faut installer MetaMask, qui est une application, un porte-monnaie virtuel qui vous permet ensuite d'accéder à différents services. Mhm. Et il faut être pas technique, hein, je pense que, enfin, c'est accessible à n'importe qui, mais disons, faut s'y plonger, quoi. Et ça, pour moi, c'est encore là où ça pêche et où, si on veut avoir plein d'utilisateurs qui finalement commencent à jouer avec ce qui est possible de faire, il va falloir faciliter l'expérience utilisateur, quoi. Ouais, que ça reste pas un truc d'initiés, de spécialistes et de gens Mhm. qui sont Exactement. sensibilisés sur ces problématiques que l'expérience et la découvrabilité, elle soit aussi forte que sur d'autres services. Ça me fait un peu Exactement. penser au logiciel libre, quelque part. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire que tu as cette notion d'être capable voilà, de télécharger, d'installer et de faire évoluer des applications en sortant finalement des grands acteurs. Mais à côté de ça, peut-être l'interface utilisateur va pas être aussi bonne, peut-être que ça va être un peu plus compliqué à installer, peut-être que et Ouais. finalement on le voit bien sur d'autres sujets, les gens n'ont pas le temps, les gens le prennent pas et voilà, ils vont au plus simple et ils Mhm. font comme font les autres, donc tu as un vrai effet d'entraînement. Exactement. Et c'est vrai que voilà, tant que tu n'as pas quelque chose de très simple et très démocratisé, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être Ouais. compliqué. Ouais, non, ça c'est sûr. Pour reprendre ton analogie tout à l'heure par rapport aux crypto, tout ça, j'ai vu récemment qu'un acteur comme Lydia comment dire, s'était lancé sur le sujet. Et donc, en gros, tu peux faire du trading de crypto directement via Lydia. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que Lydia, c'est une appli très très grand public voilà, qui est même devenu un terme générique. Ouais, Qui c'est dit vrai. je te fais un Lydia et du coup il y a plein de gens qui l'ont déjà installé, qui savent comment l'utiliser. Et donc quelque part, voilà, la barrière à l'entrée est quand même beaucoup plus faible, sachant que potentiellement tu as même potentiellement déjà de l'argent sur ton compte Lydia, donc tu n'as même Mhm. pas des logiques de transfert de fonds, etc. Donc voilà, c'est peut-être une manière d'amener finalement des nouveaux services et c'est de les faire passer peut-être par une porte un petit peu plus familière, de manière à ne pas trop freiner l'entrée. Mais donc, Mhm. affaire à suivre du coup. Peut-être, peut-être, oui, oui, tout à fait. En tout cas, vous risquez d'en entendre parler, hein, comme métavers pendant les prochaines semaines, hein. Ça, on n'est pas prêt d'arrêter. Ok, bah écoute, nous, on n'en parlera que quand il y a des choses intéressantes à raconter, parce que Bien les sûr. buzzwords, on n'est pas trop dans le. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent et voilà, c'est aussi pour ça qu'on échange avec vous tous les 15 jours. Ok, Rémi. Eh bien, prochain sujet. Prochain sujet. Donc, Tu voulais nous parler du retour du téléshopping? yes, yes, Intéressant. exactement. Alors, je vais tout de suite faire un disclaimer. J'ai jamais été un grand fan du téléshopping, mais force est de constater qu'il y a eu un âge d'or du téléshopping dans les années 80, 90, jusqu'à 2000 peut-être même, début des années 2000, où c'était un canal finalement de promotion très très puissant, puisque ça permettait finalement de proposer des produits en live et de les commander juste en téléphonant. Je pense que les jeunes personnes qui nous écoutent, ça va peut-être pas tout de suite leur parler, mais rassurez-vous, on va parler réseaux sociaux dans 2 minutes. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le téléshopping, voilà, ça est complètement. Il y a toujours des émissions de téléshopping, hein, pour info, ça existe toujours. Il y avait même parfois J'imagine. avant, il y avait même des chaînes entières dédiées au téléshopping. Et aujourd'hui, voilà, c'est quand même, on va dire, ça a moins le vent en poupe, essentiellement parce que ça a été remplacé par notamment l'e-commerce, hein, qui reste un moyen très très simple, très puissant, personnalisé, automatisable de finalement vendre des biens. Et ça, c'est quand même très très puissant. Et aujourd'hui, l'e-commerce, il est de plus en plus supporté et adossé à des réseaux sociaux, à des moteurs de recherche pour finalement faciliter la mise en avant, la publicité autour de produits qui finalement sont vendus à distance. Parce que c'est de la vente à distance finalement, le téléshopping et l'e-commerce aussi. Et ben en fait, figure-toi Rémi que ces deux mondes se sont rencontrés il y a Oh là là. quelques temps et que
ils s'entendent plutôt pas mal. Hmm. Puisqu'en fait, c'est une tendance de fond qui est en train de nous arriver, qui a vraiment débuté, je pense, plutôt en Asie, avec des plateformes produites par Alibaba, par exemple, qui s'appelle Taobao, qui étaient vraiment des plateformes dédiées autour du live shopping, on dit ça comme ça. Et c'est quoi l'idée? C'est finalement de fusionner le meilleur, entre guillemets, des réseaux sociaux, le côté audience, le côté interaction, recommandation de produits, tout business des influenceurs, avec les facilités finalement et les mécanismes du téléshopping, c'est-à-dire, voilà, je vais montrer un produit, je vais le mettre en avant et bim, je vais être capable de déclencher une Hmm. vente en renvoyant vers le bon lien directement sans même sortir parfois de l'application. Et donc, avec le développement des lives, finalement, on arrive à la même expérience que le téléshopping, puissance 10 000, puisqu'en fait, Ouais. voilà, tu peux très facilement, avec très peu de matériel, lancer un live et derrière, voilà, faire des recommandations de produits et avoir des call to action qui font que tu passes à la caisse. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette tendance du live shopping? Est-ce que tu en avais entendu parler, Rémi? Est-ce que tu serais Ouais, client? ouais. Alors moi je pense que je suis trop vieux et que ça correspond pas à mon mode d'achat en fait de produits. Déjà je regarde finalement assez peu de live. Donc regarder un live avec des gens qui vendent des trucs, non, je pense pas que ça me correspond. Mais oui, ça m'avait sauté aux yeux quand, au dernier Single Days, donc le 11 novembre, il y a une espèce d'énorme vente en Chine pour justement tous les célibataires. Donc, vraiment, c'est un peu le Black Friday là-bas, en 10 fois pire. Et il y a quelqu'un, enfin, donc un influenceur célèbre qui a fait pour environ 1,7 milliard de dollars de vente en, je sais pas, je crois, un jour, peut-être quelques heures seulement, en faisant justement un live vidéo sur Taobao, quoi. Donc moi je trouve ça incroyable, incroyable. C'est énorme. Ouais, surtout qui vend. Alors moi je crois, enfin de ce que j'avais lu, c'est qu'ils vendaient des produits de beauté. Et donc il en faut quand même un paquet de produits de beauté pour arriver à plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est ouais assez. Je comprends l'engouement, mais moi enfin ouais non ça correspond pas du tout à mon mode de fonctionnement quoi. Donc ouais, c'est en train d'exploser le live shopping. Il y a des gros acteurs qui commencent à s'y pencher sérieusement. Alors bien entendu, il y a Instagram qui est assez bien positionné puisque Hmm. les influenceurs sont là, les gens qui suivent les influenceurs sont là aussi. Les fonctionnalités de shopping sont faciles à plugger. Et donc, il y a des connivences assez faciles à imaginer, notamment parce que le développement de la vidéo live sur Instagram également, tout ça Hmm. finalement converge vers la facilité. Et puis c'est un axe de monétisation pas négligeable du tout, Ah bah puisqu'en fait, c'est sûr. on va rappeler quand même, Instagram, c'est une Ouais. application gratuite d'accès. Donc effectivement, il y a un business model de la pub. Mais derrière, s'ils sont capables, en plus de toucher une transaction sur chaque produit vendu au sein de la plateforme, je te laisse imaginer les impacts que ça peut avoir, notamment dans le cadre de business d'influenceurs. Et puis, c'est pas que les influenceurs qui s'y mettent d'ailleurs, puisque des grosses enseignes sont en train de se pencher sérieusement sur le sujet. Il y a LVMH qui a fait récemment une annonce, un deal avec une société qui s'appelle Bambuser, Mhm. qui est spécialisée aussi, c'est une société qui a été fondée à Stockholm il y a une dizaine d'années et qui est spécialisée là-dessus. Et donc Ouais. voilà, ils sont également pour parler en discussion pour lancer du live shopping autour de produits de luxe. Et c'est vraiment une tendance de fond. Pour la petite histoire, je te donnerai pas de nom ou quoi, mais je connais quelqu'un qui a une boutique qui vend une sorte de dépôt-vente. Et Ouais. très récemment, elle a été contactée par une influenceuse. Il dit, est-ce que je peux venir faire un live dans votre magasin? Bon, elle dit, ok. Elle dit, je me mets dans un coin, je vous gêne pas, et je fais un live. J'ai des clientes qui sont intéressées et ont acheté des produits. Et en fait, la fille est venue quelques jours plus tard, du coup, suite à un accord commun. Et elle est venue, elle avait sélectionné quelques produits. C'était une sorte de personal shopper pour des Ouais. clientes basées dans le monde entier. Ouais. Et en fait, elle est restée pendant toute l'après-midi. Elle a fait des lives en fait personnalisés. Donc, elle enchaînait. C'était comme
comme des Zooms, quelque part, des meetings en one-to-one, avec des personnes en leur montrant dans le magasin, tiens, j'ai sélectionné ce truc-là, j'ai sélectionné ce truc-là. Et elle a fait énormément de ventes en une journée. Ah ouais. Et en fait, son business, c'était de la commission derrière, de la commission. Mais c'était même pas pris comment dire, et après, elle réglait directement, elle, pour les clients, Ouais, d'accord. Et alors, à la envoyé. boutique. Et c'est elle qui faisait le shipping, etc. Donc en fait, même au niveau personnel, on a des business comme ça de personal shoppers qui peuvent exister. Et c'est vrai que c'est des modèles qu'on connaît peu, mais qui arrivent, voilà, qui arrivent assez fortement. Et honnêtement, il n'y a aucune raison pour que ça ne déboule pas en force dans les mois qui viennent. Je pense que ça va être une grosse. Alors, ça fait peut-être 2 ans qu'on en parle hein, en France parce que on voit ce qui se passe en Asie notamment. Donc, je pense qu'on est un petit peu en retard, mais honnêtement, toutes les briques sont là, tous les ingrédients sont réunis. Pour moi, je prends le pari, ça va être un des sujets chauds, une des tendances émergentes vraiment qu'on va vivre, voilà, même si on n'est pas dans les sujets comme ça. En Ouais, c'est sûr. 2022, on va en voir passer. Je prends le pari. Ouais. Écoute, peut-être Noël 2022, un épisode encore pas un podcast sec, on va le faire en live, et puis on va vendre des trucs comme ça. Alors, Exact, une exact. licence pour Zoom, une licence... Je vous vends cette superbe souris. Oh, je la veux, je la veux, Et voilà, et donc par tu exemple. pourras céder à tes pulsions. Mais effectivement, tu vois, à l'approche de Noël, pendant Hmm. les fêtes, ce genre Les de Black choses, ouais. Friday. Les Black Friday, les soldes, tu as plein d'opportunités en fait. Et c'est vrai que Ça, voilà, je c'est pense que sûr. ça va vraiment éclater. Ça va aussi beaucoup être porté dans un premier temps par les influenceurs qui vont y voir une manière finalement de faire du business en live. Bien Parce sûr. qu'en fait, voilà, ils vont bloquer une heure de temps à faire une déballe et vendre X produits en prenant le temps de les expliquer, en prenant le temps de répondre aux questions. Donc vraiment Ouais. une interactivité que tu n'as pas sur un site e-commerce et des résultats immédiats puisque tu sauras à l'issue du live combien tu as généré de chiffre d'affaires. Donc c'est très Ouais. puissant. Et à côté de ça, ça va être également, je pense, pris en utilisé de beaucoup par des petites entreprises, des PME. On l'a vu, hein, on l'a vu, je ne sais pas si tu avais fait gaffe, mais pendant le confinement, tu as certaines boutiques physiques, pas du tout reliées à des grosses marques, qui ont du coup lancé des business de live comme ça. Alors Ouais. c'était bien moins évolué, mais c'était des lives sur Instagram où finalement ils montraient leurs produits parce que les boutiques n'étaient pas fermées au public, mais le propriétaire de la boutique pouvait y aller tout à fait sans ouvrir. Et donc, il montrait les produits et puis il les envoyait après aux clients. Alors donc, tout ça n'était pas automatisé, c'était pas dans un seul et même outil. Non, Le mais paiement bon, était c'est... peut-être Ouais. dans un deuxième temps. Mais en tout cas, il y a eu des prémices à l'issue du confinement et je pense que ça va vraiment bien se déployer dans les mois qui viennent. Ouais. Non, mais autant, moi, la partie de un influenceur à plein de monde, j'ai un peu du mal à saisir l'intérêt, tu vois, de rester une heure et de regarder son live, il déballe les produits. Par contre, l'exemple que tu as choisi, le personal shopper, alors là carrément, là, bien sûr, enfin, c'est là où ça prend tout son sens, parce que c'est de la sélection sur mesure. Et ouais, c'est intéressant. Je l'avais pas vu sous Et cet angle-là, donc ouais, ouais, bah, moi non plus. Et en fait, avant qu'on mm. m'en parle, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, tu peux faire du shopping dans les boutiques, les plus belles boutiques du monde. Voilà, c'est pas ouvert à tout le Ouais, monde, hein, bien entendu. de ton fauteuil. Mais effectivement, de ton fauteuil, en sécurisant le prix et Ouais, en sécurisant également le paiement et le shipping quelque part. Donc en fait, à un moment donné, bah, tu peux avoir des avantages assez intéressants d'avoir une bien expérience sûr. shopping et d'avoir accès à des produits que tu ne pourrais pas avoir autrement, sans finalement avoir la contrainte du déplacement et de devoir aller à un endroit précis. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et puis sans être relié à un voyage particulier. Bien sûr, ouais, Donc bien si tu sûr. vois, il y a une paire de baskets qui est mise en vente dans une boutique spéciale à New York pendant, bah en fait, tu payes le personal shopper, clac, il va, il te fait ta résa, il te les montre, il te les envoie, et Mhm. voilà, ça ouvre de nouvelles opportunités. Donc Ouais, à c'est faire, sûr, à ouais. suivre. C'est sûr, c'est sûr. Intéressant. Ok, bah écoute, voilà, ça c'est ma prédiction 2022 dans les tendances retail, e-commerce. On en reparlera à la fin de l'année prochaine, si le Ouais, parce podcast que existe toujours, et j'espère. ouais, j'espère aussi. Ça fait quelques années qu'on en passe, mais qu'on en parle, mais c'est vrai que ça a du mal à arriver ben, en Occident au final. Hein. Les États-Unis, pas trop pour. Enfin, on sent qu'il y a plein d'actions qui se mettent en place,
mais j'ai rien vu de concret, quoi. On Mais est on va voir, a priori, ça devrait arriver rapidos. wait and see. Bah, laissez-nous en Ouais. commentaire, hein. Dites-nous si ça vous intéresse. Vous pouvez répondre directement dans l'épisode, hein, si vous utilisez Spotify ou encore. Vous pouvez répondre. Et il y a dans les notes de l'épisode un lien, toujours, qui permet de répondre vocalement à un commentaire, à une question. Donc n'hésitez pas, voilà, ça vous prend une seconde. Dites-nous ce Ouais. que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir ce type de feedback. Est-ce que c'est quelque chose que vous testeriez et pourquoi? Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des feedbacks là-dessus, ça nous intéresse aussi. On veut pas que des notes, on veut aussi des Oui, échanges. du commentaire. Ok, super. Alors, Juste, excuse-moi Rémi, avant de passer au sujet suivant, et j'en profite, je fais une transition. Je peux parler de notre petite discussion d'il y a quelques semaines concernant justement de l'interaction et du live. ouais, bah oui, oui, oui. Oui, Ok, oui, très bien. oui. Je me lance. On imaginait avec Rémi essayer de faire une émission, au moins une, pour tester, en live. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le nous aussi. Ça nous intéresse. Voilà. L'idée, ça serait, on planifie, on annonce la couleur assez longtemps à l'avance, Ouais. on fait ça sur un créneau où les gens sont plutôt dispo. Et puis en fait, on fait un vrai live avec voilà, de la vraie interaction et des gens qui peuvent poser des questions en direct. Le Hmm. support, le format reste à définir. Ça pourrait aussi bien être sur du ça peut être sur C'est plein de ouvert, supports quoi. différents. Ouais, On est assez ouais. open. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être voilà, on est assez open. Ça peut être à plusieurs endroits aussi, on verra. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est une idée qu'on a en tête. C'est un des petits projets qu'on aimerait mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois, Ouais, semaine, semaine, semaine. semaines. Voilà, donc il faut qu'on rôde un peu la mécanique, mais en tout cas, ça nous chauffe bien d'essayer ce format. Bien sûr, pas pour tous les épisodes a priori, mais au moins de temps en temps. Non, mais Donc voilà, là si où il ça y a de vous intéresse. l'interaction, quoi. Ouais. Exact, exact. Là aussi, ça s'y prête. Donc, si ça vous intéresse, là aussi, passez-nous un petit message. On est toujours preneur de feedback et si ça vous Hmm. intéresse, allez-y quoi. Voilà. Tout à fait. Parenthèse fermée. Je te laisse du coup annoncer notre ultime sujet. Nos données de localisation sont revendues à prix d'or. Yes. Alors ça, c'est un sujet qui m'a intéressé parce que je suis tombé coup sur coup et puis toi aussi hein, sur des articles sur ce sujet. Alors, dire que nos données de localisation traînent dans la nature, alors déjà, on va peut-être rappeler ce que c'est que les données de localisation, hein, très rapidement. C'est toutes les données qui sont captées par des sites, des applications, à chaque fois que l'on est sur ces applications et qu'on a notre smartphone d'allumé. Comme vous le savez, les smartphones sont dotés de GPS et du coup captent en permanence des données de localisation. C'est aussi pour ça que James Bond n'a pas d'iPhone, hein, C'est on en vrai. parlait dans un récent épisode. Et donc en fait, voilà, il y a un vrai enjeu pour les applications pour fonctionner, d'avoir accès à un moment donné à certaines données de localisation. Je prends un exemple très très concret. Tu veux commander un Uber, eh bien en fait, tu as besoin de manière très pratique de savoir où tu es, simplement. Et que le beurre a besoin de savoir exactement où tu es. Donc, c'est quand même plus pratique que de taper l'adresse, etc. Donc, voilà, il y a plein d'avantages. Ça marche aussi pour les applications de photos, etc., etc. Et donc, les applis qu'on utilise gèrent en permanence, enregistrent en permanence des localisations qui sont reliées à nos emplacements. Mais ces localisations, le problème, c'est qu'elles ne servent pas qu'au fonctionnement de ces applications. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Rémi, ou tu veux que j'enchaîne? Bah ouais, ouais, carrément. En fait, alors vous avez probablement déjà téléchargé cette application de photos pour faire des collages sur vos photos ou un petit jeu qui avait l'air tout mignon avec on pouvait planter des plantes, élever ces petits lapins, etc. Et c'était gratuit. Génial, non? Du coup, quand vous l'avez téléchargé, vous avez cliqué valider, valider, vous avez créé votre compte, vous avez oui, j'ai parfaitement lu toutes les conditions générales, tac, je check, je valide. Allez, laissez-moi jouer. Le problème, c'est que souvent, enfin, dans le meilleur des cas, c'est inscrit dans les conditions générales de vente que l'application va récupérer vos données de géolocalisation et les revendre à des tiers. Même si cette application, là tu citais l'exemple d'Uber, donc Uber effectivement on a besoin de la localisation. Mais il y a plein d'applications qui, quand vous les installez, elles vont vous demander d'activer, enfin elles vont vous demander des permissions. Et donc permission, bah, par exemple pour une application
de montage photo, peut-être elle va vous demander d'accéder à vos fichiers, d'accéder à l'appareil photo pour pouvoir prendre des photos. Et des fois, ils demandent aussi d'accéder à vos contacts, donc, tiens, bizarre, et d'accéder à vos données de géolocalisation. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont besoin de ça. Et ben voilà pourquoi, c'est pour les revendre, par exemple. Exactement. Donc effectivement, il y a. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a finalement assez peu de sociétés qui collectent énormément de données utilisateurs. En fait, c'est un business model à part entière. C'est souvent des sociétés qui sont derrière les applications que vous utilisez. C'est-à-dire qu'en gros, vous utilisez, je prends Uber, mais c'est peut-être pas un bon exemple. Mais en tout cas, admettons que vous utilisez Uber, bah Uber va récupérer pour son usage propre vos localisations, sauf qu'il va pas s'arrêter. Il va pas supprimer cette donnée une fois qu'il vous a transporté. Il va, encore une fois, c'est peut-être pas Uber, mais bon, Uber a eu tellement C'est clair. Allez, bon, ils des font pas sujets ça d'éthique. après. Bon, voilà. Bon, a priori, je serais étonné qu'ils le fassent pas, mais bon. Pour cette intention, c'est pas bien du tout. Non, non, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces applications, elles vont bien capter votre localisation. Alors, soit de manière, il peut paraître normal, comme le cas d'Uber, soit moins normal, comme c'est le cas de l'appli que tu évoquais tout à l'heure, Rémi, pour les photos. Et après, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont des fois utiliser ce droit que tu leur as donné pour te localiser à des moments où tu n'utilises pas l'appli, Ouais, en tout à fait. arrière-plan. Et ça, c'est pas normal. Il n'y a aucune raison pour. Typiquement, Uber n'a pas besoin de savoir où tu es quand tu n'es pas en train de commander quelque chose, un taxi ou une livraison. Et pourtant, tu peux autoriser ces applications à fonctionner en tâche de fond. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand c'est en tâche de fond, tu peux pas savoir exactement quand ça a été utilisé. Alors, tu as des petits indicateurs, mais c'est quand même voilà, faut avoir l'œil. Donc, et une fois qu'elles font ça, en fait, bah, tu te doutes bien que quand elles utilisent ta localisation en tâche de fond, alors que tu n'es pas en train de l'utiliser l'application, c'est que potentiellement elle en fait autre chose de l'info. Et en fait, ces sociétés finalement, il y a, elles sont capables de capter énormément de données et de les recouper pour savoir à quel moment les gens ont été, et puis derrière faire du ciblage publicitaire, par exemple, basé sur les données de localisation, ou de simplement vendre les données pour voilà, de la statistique. Ouais. Et en fait, il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps d'un site qui s'appelle, je vais retrouver le nom, The Markup, dont on mettra les liens en commentaire, qui en fait a fait une enquête récemment et ils se sont rendus compte qu'il y a eu énormément de sociétés qui sont capables de traquer des dizaines, des centaines de millions de personnes. Donc là, ils avaient des chiffres quand même assez importants, c'est-à-dire Ouais. il y a eu 5 années de données, comment dire, près de 2 milliards d'appareils connectés, 1,5 milliard de personnes surveillées dans 44 pays. Et ça, en fait, c'est finalement énormément de data qui sont après réutilisées, réenvoyées, réinjectées, et sur lesquelles finalement, bah, on n'a pas tellement la possibilité de donner un opt-in ou un opt-out clair, puisqu'en fait, tu vas autoriser l'appli à utiliser ou tu vas pas l'utiliser, mais dans certains cas, ça peut être bloquant de l'utiliser. Alors oui, c'est dans les conditions générales, généralement, qu'on y est tous, Oui, mais oui. Ouais. voilà. Pour autant, en fait, il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a tout un business qui s'est monté. L'étude de Markup a identifié 47 entreprises différentes qui finalement dominaient le marché et qui pouvaient finalement faire beaucoup de trafic, beaucoup de business avec ces données. Alors qu'elles fassent de l'argent parce qu'à un moment donné, l'appli est gratuite et que tu en as besoin, ça peut être justifié. Mais dans le cas d'appli où tu payes un service, je reviens sur Uber pour rester cohérent avec l'exemple tout à l'heure, tu payes un service, tu as une commission que tu payes à Uber, t'as pas raison de vendre autre chose. T'as pas de raison de vendre tes données en plus. C'est pas comme quand tu utilises Gmail et que tu utilises Gmail gratuitement et que tu peux te dire ok, il y a des contreparties en termes d'échange de données. Là, tu payes un service déjà. Sauf que tu payes un service, mais en plus, on se fait également de l'argent sur ton dos. Encore une fois, hein, peut-être que Uber n'est pas et le contre-exemple pile sur ce coup-là, mais bon, C'est clair, ouais. partons de cette hypothèse-là. Donc en fait, je sais. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Il y a une solution extrême. Vous faites comme le célèbre YouTuber Kazen Estad a fait il y a quelques semaines. Vous repartez sur un Nokia, un Nokia, comment dire, un dumb phone, 3310. donc Ouais. presque un 3310. Et donc là, vous êtes tranquille a priori.
pas d'appli, peut-être un GPS, mais même pas Mais certain. même l'opérateur, via triangulation, ils peuvent vendre, peut-être qu'ils vendent nos données. Exactement, exactement. Et donc, On est à l'abri de rien. je crois que ça se faisait déjà avant, effectivement, avant l'émergence du Envoyer des web. lettres, c'est très bien les lettres, par Donc la il y a poste. ça, un peu radical. Sinon, il y a effectivement être assez regardant avec les applications auxquelles vous autorisez l'accès. Mm. Un exemple tout con, hein, peut-être qu'on prenait l'exemple tout à l'heure voilà, de Beurre. Vous l'utilisez, mais vous autorisez l'accès uniquement quand l'application est ouverte. Déjà, Mm, ça peut être un moyen. Donc ça, c'est une piste. L'autre piste que vous pouvez utiliser, c'est de désinstaller les applications qui utilisent de la localisation, mais que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps. Franchement, avec les forfaits aujourd'hui, ça prend quelques secondes, une minute à tout casser, de réinstaller une application. Généralement, vous ouais. n'avez même pas besoin de vous reconnecter. Faites-le, c'est-à-dire désinstaller, comme ça vous êtes certain que ces applications ne vous traquent plus, surtout si vous ne les utilisez pas. Elles n'ont aucune raison d'être sur votre téléphone. Et l'autre astuce que je pourrais proposer, et là c'est plus pour les utilisateurs iOS, peut-être tu pourras nous dire sur Android Forcément. ce qui se fait, mais ils ont introduit de nouvelles règles Oui, c'est ce que et une j'allais dire. nouvelle gestion des permissions Apple avec la dernière version d'iOS. Et j'ai été étonné il y a quelques semaines de recevoir une notification m'indiquant que telle appli avait utilisé au cours des X derniers jours tant de fois la Ah ouais, localisation. Et tu as même une petite map qui te montre à quel endroit elle t'a pompé tes données de localisation. Donc c'est hyper ah intéressant oui. parce que tu te dis, ok, Uber, j'ai utilisé 3 fois au cours du mois, pourtant il a capté 90 fois mes données de localisation. Il y a clairement un abus et donc je peux au moins agir en conséquence. Donc Eh voilà, ben, quelques... écoute, Ouais, dis-moi juste, Rémi. bah, juste petite parenthèse, je peux te dire, là je viens de vérifier sur mon téléphone, et sur Android, vous avez la même chose si vous êtes équipé, alors je sais pas à partir de quelle version, mais dans vos paramètres, vous avez un endroit qui s'appelle confidentialité, et là-dedans, vous avez un tableau de bord sur lequel quand vous cliquez, vous pouvez voir quand est-ce que chaque donnée a accédé à l'appareil photo, GPS, etc. Donc je viens juste de le découvrir, euh, c'est c'est bien. Et Eh vous ben pouvez ça même, va dans le bon sens, ouais. exactement. Mais c'est bien parce que pour le coup, c'est vrai que pour les nouveaux, et je vois aussi bah là j'ai un Mac en ordinateur, à chaque fois que ma caméra est activée, il y a Hmm. une petite loupiote qui s'allume en haut à droite. Donc les fabricants et les créateurs d'opérateurs système sont aussi en train de voir que c'est important pour les utilisateurs et donc de mettre en avant, enfin de nous faciliter la vie en tout cas pour qu'on ait plus de contrôle sur ce genre de trucs, quoi. Donc c'est bien. Exactement. Et de Ouais, savoir voilà, quand ça filme, quand le micro il est ouais, allumé, quand X ou Y raison. Et donc, bah, c'est bien parce que voilà, tout ça avance et va dans le bon sens. Maintenant, reste la responsabilité des utilisateurs. Et c'est la même chose que quand vous arrivez sur un site et que vous dites que j'accepte tous les cookies ouais. par flemme. À un moment donné, on va mettre à notre dispo un certain nombre de mesures de protection. Et en fait, les opérateurs le font soit par souci de la vie privée, soit par obligation réglementaire. À nous maintenant, utilisateurs, de jouer le jeu et d'être un petit peu moins fainéant Ouais. sur justement ces autorisations qu'on donne. Et voilà, l'exemple que je donnais tout à l'heure avec une application que tu n'utilises plus, bah, tu la désinstalles. Pourquoi? Parce que voilà, au moins tu t'assures que ce truc-là ne va plus aller te capter de données. Ou tu fais gaffe sur les autorisations que tu donnes. Voilà, c'est quelques conseils un peu pratiques, mais je pense que ça fait partie de l'éducation numérique qu'on doit tous avoir aujourd'hui. On parlait des gestionnaires de mots de passe il n'y a pas très longtemps. Ouais. Pour moi, c'est un peu du même ordre. C'est comment sans être un ayatollah de la privacy, comment tu protèges un minimum tout en ne te coupant pas voilà, Bah, des des outils usages, des modernes, ouais, bien fonctionnalités, sûr. des outils Mm. modernes. Il n'est pas du tout question d'arrêter d'utiliser un smartphone pour se localiser, par exemple. Pour autant, voilà, est-ce qu'on est obligé de se faire localiser par une application de photo tout le temps? Pas sûr. Pas forcément. Voilà quelques. Et puis privilégier toutes les applications natives, hein. Là aussi, si prenez des photos, bah, vous êtes sûr que si vous prenez une photo avec votre iPhone, par exemple, bon, je prends l'iPhone parce que je connais mieux, vous êtes sûr que les données de localisation que va capter Apple pour enregistrer les métadonnées sur le fichier, bah, ils vont pas les revendre derrière. Alors que si vous utilisez par-dessus une application tierce pour prendre des photos, genre Surtout si elle Instagram est par exemple, gratuite.
Ouais. Instagram, par exemple, prenez la même photo avec Instagram, et ben en fait, Instagram va vous choper, va utiliser le géologue justement pour vous taguer pour trucs. Donc voilà, ayez ces quelques réflexes. C'était peut-être le mot de la fin pour moi sur ce sujet. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Si Merci l'épisode à vous. vous a plu, on le disait un peu plus tôt, mais n'hésitez pas à laisser votre avis sur Apple Podcast. Vous pouvez mettre juste 5 étoiles et trop bien ce podcast LOL. Et ça nous fera très très plaisir parce que c'est hyper difficile d'être trouvé sur les podcasts. Donc voilà, aidez-nous. Et pareil, si à Noël, vous voyez de la famille, des amis, ou même vos collègues au bureau, vous prenez leur téléphone, vous cherchez notre podcast, vous mettez 5 étoiles et puis on Ni sera vu, ravis. ni vu. On Oui, voilà. parlait de privacy et tout ça. Je pense que c'était une Ouais. parfaite Bravo les mecs, bravo les synthèse. mecs. Super. Allez voler des téléphones pour inscrire des gens à des podcasts en loose day. Royal. Mais c'est le seul cas d'utilisation que nous tolérons en tout cas. Absolument. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode un petit peu spécial. Est-ce qu'on dit de quoi on parle ou pas? Oh, bah oui, vas-y, vas-y. Ok, Faut bah du mettre un coup, peu de suspens. dans 2 semaines, on ouvre les coulisses de ce podcast. On vous dit tout, tout. Voilà, comment on le fait, comment on le fabrique, quels outils on utilise, combien de temps ça nous prend, tout notre workflow, en fait, on vous détaille tout ça. Voilà, au cas où vous souhaiteriez partir sur de bonnes résolutions et peut-être lancer un podcast l'année prochaine. Voilà, on va tout vous expliquer. Et si vous êtes même pas dans l'optique de créer un podcast, mais juste un peu curieux sur comment Mm. est-ce que c'est difficile, combien de temps ça prend, quels outils. Voilà, on va tout vous expliquer et comment nous on s'organise entre nous, comment on collabore. On va aussi parler d'outils digitaux du coup, donc ça va être plutôt cool. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. À À bientôt. plus. Salut. Ciao.